Le jeudi 23 novembre 2023, Elisabeth Borne a utilisé l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer en force le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 dans sa version originelle dans la partie des recettes. C'est un sujet qui est passé presque inaperçu dans l'actualité, presque noyé au milieu des informations autour du conflit israélo-palestinien, et c'est bien dommage parce que c'est un pan extrêmement important de notre modèle économique et social que le gouvernement entend gérer sans collaboration avec les députés de l'opposition. Aujourd'hui, mon but va être de vous faire comprendre le gros des enjeux autour de ce texte. Allez, c'est parti. Tout d'abord, nous devons rappeler un chiffre. 640 milliards, c'est le budget annuel de la sécurité sociale française en 2023. Cette année, le budget de sécurité sociale a été en excédent de 15,8 milliards d'euros, une performance réalisée grâce aux caisses de retraite complémentaires et à la caisse d'amortissement de la dette sociale qui tire son excédent sur la hausse des recettes liées à la CSG ou la CRDS. Si l'on retire la CADES et qu'on ne garde que le régime général des retraites, eh bien le budget de la sécurité sociale passe en déficit à 8,8 milliards d'euros. Et en gardant ces paramètres, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit un déficit à 10 milliards d'euros. Maintenant, comment sont répartis ces 640 milliards d'euros? Parce que c'est important pour comprendre comment on fait un projet de loi de financement. Le budget dont je vous parle depuis tout à l'heure est divisé en divers postes dont les plus gros sont les retraites. Je vais juste rappeler le chiffre du budget du régime général des retraites qui est de près de 300 milliards d'euros en 2023. Et le deuxième plus gros poste communément admis, c'est l'assurance maladie, dont le budget était de 247 milliards d'euros en 2023 et qui, avec le projet de loi de financement, sera poussé à 255 milliards en 2024 dans le cadre de l'ONDAM ou Objectif national de dépenses à l'assurance maladie. En gros, pour vous simplifier, l'État impose chaque année une variation précise du coût de l'assurance maladie par rapport à l'année précédente. L'ONDAM est prévu pour l'année 2024 à 3,2% d'augmentation du budget par rapport à ce qui était prévu l'année précédente. C'est une chose que critiquent beaucoup d'économistes, notamment de gauche, pour qui cette augmentation ne suit pas à l'inflation et donc risque d'entraîner des limites budgétaires trop fortes pour les hôpitaux, car en effet l'inflation touche très fortement le secteur médical, voire plus que dans certains autres secteurs, et c'est notamment ce qui est reproché dans les hôpitaux, comme je l'ai dit, qui, avec les augmentations successives de salaires liées au Ségur de la santé et à des années de recrutement effréné de personnel, se retrouvent dans une situation où les directeurs d'hôpitaux doivent composer avec 70% de dépenses salariales. Aucune entreprise ne fonctionne correctement au monde avec un tel taux. Et tous les économistes sensés remarquent que cette situation est intenable sur le long terme. Parce que oui, quoi que diront certains sur le fait que l'hôpital n'est pas une entreprise comme les autres, il faut admettre que, sur le principe, c'est le cas. Les hôpitaux sont payés en fonction de leur nombre d'actes pratiqués, c'est-à-dire en fonction d'une T2A qui s'applique à la rémunération de chaque acte médical. À savoir que dans le projet de loi de financement pour 2024, le gouvernement entend ajouter en plus un système mixte où, en plus de la T2A, les hôpitaux recevraient une dotation en fonction de certains objectifs de santé publique qui concernent la médecine, la chirurgie et l'obstétrique. À côté, un hôpital a des dépenses, qu'elles soient matérielles ou en salariales, ou encore en énergie, et si la balance n'est pas bien équilibrée, eh bien l'hôpital est en déficit. En 2023, l'ensemble des CHU de France ont accumulé à eux seuls 400 millions d'euros de déficit. La situation des hôpitaux devient de plus en plus difficile. La dette des hôpitaux publics augmente chaque année pour s'établir aux alentours des 30 milliards d'euros. Et si on prend en compte les outre-mer, ce chiffre grimpe à 48 milliards d'euros, sans compter la dette prise en charge par la CADES. Pour revenir à la PLFSS, le gouvernement a prévu 3 milliards d'économies sur l'assurance maladie. La majorité de ces économies sont faites sur sur le déremboursement progressif, pardonnez-moi, de certains actes, notamment les soins dentaires, qui ne seront plus remboursés qu'à hauteur de 60% et non 70% comme c'était le cas avant. Toujours dans les économies, mais cette fois-ci du côté des retraites, le projet de loi de financement prévoit d'ici 2035 une augmentation progressive de la ponction des excédents de l'Agirc-Arrco, qui est un organisme chargé de s'occuper des retraites complémentaires. Ces régimes de retraite complémentaires sont la seule trace de retraite par capitalisation en France, et le problème c'est que le système marche tellement bien que l'État voudrait récupérer une partie de ces excédents pour les rediriger vers le régime général des retraites
pour financer l'augmentation des retraites minimales à 85% du SMIC comme c'était promis pendant la réforme des retraites. Il y a évidemment d'autres modifications prévues dans le projet de loi, comme par exemple une revalorisation des gardes de nuit et des astreintes pour un coût total de 2,8 milliards d'euros, ainsi que des mesures contre la précarité menstruelle ou la lutte contre le papillomavirus avec la vaccination à l'âge de 11 ans. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle vous aura informé sur la situation de la sécurité sociale en France. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. C'est vraiment le plus gros moyen pour me soutenir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!